Eunice Kathleen Wayman est née le 21 février 1933 à Tryon, en Caroline du Nord. Elle était la sixième enfant d'une famille de 8. Elle a été élevée dans la musique religieuse. À l'âge de 3 ans, elle s'est mise résolument au piano. Elle s'est battue pour les droits civiques. Elle a revendiqué de toutes ses forces pour l'égalité. Elle était auteure-compositrice. Elle était reconnue comme une chanteuse de jazz, mais son répertoire allait bien plus loin. Le blues et la pop apportaient une diversité qui fera d'elle la grande prêtresse de la soul. Voici l'histoire de l'incomparable Nina Simone. La mère de Nina Simone se nommait Mary Kate Irvine. Elle était prédicatrice méthodiste, tandis que son père John Devon Wayman était barbier et nettoyeur à sec. Devant les aptitudes musicales de sa petite fille, Mary Kate encouragea la petite Nina à apprendre le piano. Dès l'âge de 6 ans, la fillette jouait déjà durant les services religieux. Mary Kate Irvine était loin de se douter que sa petite fille deviendrait l'une des plus grandes artistes de jazz vocal du 20e siècle. Les années 30 étaient synonymes de crise économique. La famille Wayman vivait dans une grande pauvreté. La mère de la petite Nina travaillait comme femme de ménage pour une riche famille blanche. La patronne de la maison, Madame Miller, épatée par les talents musicaux de Nina, décida avec raison de lui payer des leçons de piano pendant toute une année. Cette généreuse donatrice aura la clairvoyance d'organiser une collecte de fonds pour que la jeune fille puisse continuer au-delà de cette seule année. Jamais une décision ne sera aussi judicieuse. Nina Simone, tout au long de son enfance, recevra une formation musicale classique, ce qui s'entendra à bien des niveaux, dans une musique qui, à son apogée, était des plus inspirantes. Malgré cette générosité venant d'une famille blanche, la jeune fille maintenant âgée de 12 ans n'oubliait pas d'où elle venait. Elle était une petite fille noire, née aux États-Unis, une petite fille qui vivait une dure ségrégation raciale. Alors qu'elle donnait un récital, ses parents, assis à l'avant, reçurent la demande de s'asseoir à l'arrière pour laisser la place à des Blancs. Nina Simone explosa de colère. Si ses parents ne demeuraient pas à l'avant, elle ne jouerait tout simplement pas. En cette journée de 1945, la jeune fille gagna son pari. Ses parents demeurèrent à l'avant. Le spectacle reçut une ovation de tous. L'enfant prodige était salué autant par les Blancs que par les Noirs. Une partie de la population venait de connaître la petite Eunice Kathleen Wayman, qui deviendra un jour la grande Nina Simone, une femme qui se battra contre le racisme, qui assumera ses actes tout au long de sa vie, celle qui n'aura jamais peur. Elle existe, elle est là, il faudra compter sur elle. Par la suite, la jeune Eunice va continuer sa formation au lycée Allan, un pensionnat pour enfants noirs surdoués, qui était situé à 80 km de la demeure familiale. Elle va y demeurer de 1945 à 1950, et ce, sous une discipline des plus strictes. La jeune fille connaîtra la discipline et le travail, mais en sortira grandie, majeure de sa promotion en juin 1950. À maintenant 17 ans, la jeune fille est maintenant formée musicalement. Elle est une pianiste exceptionnelle. Elle a une voix qui est dans un registre très étendu. Elle a son style. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer les bonnes personnes. Muriel Masinovitch, alias Miss Mazzy,
qui avait donné des leçons de piano pendant 1 an à la jeune Eunice et qui était considérée comme une deuxième mère par la jeune fille, lui proposa pour la suite de s'inscrire à la très renommée Juilliard School de New York pour une durée de 5 semaines, en vue de passer des examens pour être acceptée à l'Institut de musique Curtis de Philadelphie. Miss Mazzie croyait fermement que cet institut allait terminer la formation en beauté d'Eunice et pourrait par la suite lui permettre de devenir concertiste classique, ce qui par la suite lui ouvrirait bien des portes. Eunice Kathleen Wayman, la future Nina Simone, va connaître sa première désillusion dans le monde musical. Elle croyait avoir très bien joué lors des examens, avoir tout fait ce qu'il fallait, mais son entrée à l'Institut Curtis sera refusée, et ce, à son grand désarroi. Elle était la seule élève noire. Elle était convaincue que c'était la cause de son échec. Il faut quand même reconnaître que dans l'histoire, l'Institut Curtis avait déjà formé des musiciens noirs comme Russell Johnson en 1928 et George Walker en 1945. Mais qu'importe, la jeune fille sentait qu'elle était victime d'une grande injustice. Par la suite, la carrière d'Eunice va se dérouler dans un certain secret, à l'abri du regard de sa famille. Elle continue à se payer des cours de piano avec le professeur Vladimir Sokolov. Elle a été pour un temps pianiste accompagnatrice chez Arlen Smith avant de partir à son propre compte. Elle travailla par la suite au Midtown Bar and Grill à Atlantic City, jouant du piano. Elle commencera à chanter avec sa superbe voix sous la pression du propriétaire. Nous sommes en 1954. Elle choisira officiellement son nom de scène, Nina Simone. Nina signifiant petite fille en espagnol, et Simone en l'honneur de Simone Signoret, qu'elle avait admiré dans le film Casque d'or. Elle avait adopté ce nom pour cacher ses activités à ses parents, qui auraient été contre de l'avoir joué dans des clubs, une musique qu'elle considérait comme diabolique. Peu à peu, elle se forme un groupe d'admirateurs autour d'elle, qui, soir après soir, vient admirer sa superbe voix et sa dextérité au piano. Il semble que les craintes de Nina étaient fondées concernant sa mère. Mary Kate Irvine découvre par accident que sa fille joue dans les bars. Nina envoyait même de l'argent pour aider la famille. Sa mère n'acceptera pas cette tromperie. Étant très pieuse, elle ne pouvait accepter que sa fille joue une telle musique. Les liens seront rompus à cette époque entre les deux femmes. Nina retourne au Midtown Bar and Grill, où le succès est au rendez-vous à chaque soir. On se dispute les places pour voir Nina Simone. Jerry Fields, agent artistique, la repère et lui fait signer un contrat avec exclusivité. Nina se produit dans plusieurs clubs. Elle est véritablement lancée. Elle signera un contrat de disque avec Labor King Records et enregistre 14 titres pour un premier album intitulé Little Girl Blue. Ce disque est enregistré en fin d'année 1957, mais ne sera lancé qu'au début 1959. En avril 1959, elle enregistre un second disque, The Amazing Nina Simone, sur étiquette Colpix. Un critique écrira « Sa voix grave et expressive et son phrasé exquis sont un délice d'écoute. C'est un album exceptionnel. » À travers ses disques, Nina se produit dans des clubs, les clubs les plus chics de New York, dans le Greenwich Village. Elle touche au jazz,
mais sa formation musicale, bien supérieure à ses contemporaines, lui permet d'offrir une musique éclectique à saveur de folk ou de classique. Nina Simone est unique, elle a son style bien à elle. Sa collaboration avec l'étiquette Colpix Records va se poursuivre. Nina a toute liberté artistique pour la fabrication de ses disques. On ne lui impose rien. On ne lui dit pas quel style emprunter. On ne lui dit pas non plus quoi chanter. La seule exigence de Colpix est que Nina Simone s'engage par contrat. Ce contrat semble être à l'avantage des deux parties. Nina a toute liberté artistique, tandis que Colpix a d'énormes avantages financiers en attachant la chanteuse pour une longue période. En 1961, elle épouse un détective de la police de New York, Andrew Stroud, qui deviendra son manager. Ils auront une fille en 1962, Lisa Celeste Stroud, qui deviendra chanteuse à son tour. Nina est bien loin de la pauvreté de son enfance. La petite famille vit confortablement à Winchester. Nina est cependant active avec plusieurs engagements et continue de produire des disques, aussi excellents les uns que les autres. Nina Simone à Newport, alors qu'elle est captée en direct au Newport Jazz Festival, ou encore Forbidden Fruit, qui sort en 1961. Une autre captation en direct qui nous permet de constater que Nina Simone n'a pas besoin du studio pour donner sa pleine mesure. Elle peut en une seule prise réussir une prestation. Nina Simone at the Village Gate en sera le plus bel exemple. Mais Nina Simone n'est pas qu'une artiste accomplie, une chanteuse et une pianiste de haut niveau. Elle a aussi une révolte qui s'agite en elle. Les droits civiques sont pour elle d'une importance capitale. Elle combat les discriminations. Elle se fait entendre. Martin Luther King prononce « I have a dream » et Nina l'écoute religieusement à la télévision. Nina a des convictions qui ne la quitteront plus jamais. Elle chante une musique contestataire. Les droits civiques sont sa raison de vivre. Elle ne néglige pas sa carrière sur disque pour autant. En 1964, Nina joue maintenant dans la cour des grands. Elle signe pour la grande étiquette Philips. Son premier disque sera une autre captation en direct, Nina Simone en concert, qui contenait la fameuse chanson Mississippi Godman, une chanson politique où elle décrit le meurtre d'un Afro-Américain et des attentats du Ku Klux Klan. La chanson est évidemment boycottée dans les États du Sud, mais Nina Simone a toujours dit qu'elle n'avait peur de rien. Elle dira à un public blanc « Vous tomberez tous comme des mouches », parole que l'on retrouvait dans la chanson. Même si elle se rapproche de gens importants comme Malcolm X, elle ne partage pas leur point de vue. Elle est beaucoup plus radicale. Pour elle, les Noirs d'Amérique n'obtiendront jamais rien en demandant. Ils doivent prendre par la violence si nécessaire. Elle continue de se faire entendre par une musique toujours plus engagée. En 1965, elle fait partie de plusieurs réunions pour les droits civils. Nina Simone est importante. Elle pourrait demeurer confortablement dans sa luxueuse maison, mais elle n'oublie pas d'où elle vient et son enfance pleine d'injustice. I Put a Spell on You paraîtra lui aussi en 1965. C'est son disque qui traversera les époques jusqu'à nos jours. Une interprétation magnifique de la chanson titre qui demeure inégalée. On la décrivait déjà à l'époque comme l'un de ses meilleurs disques. Comme à l'habitude, son album se bonifiera avec le temps. Il est aujourd'hui considéré comme le disque qu'il faut posséder en priorité de Nina Simone. Le National Public Radio le classe numéro 3 des 150 plus grands albums réalisés par une femme. Par la suite,
Ce sera le disque Wild is the Wind qui arrive en 1966 avec une composition originale, For Woman, une de ses chansons les plus célèbres, reprise encore de nos jours par les chanteuses contemporaines. Ce disque est considéré aujourd'hui comme une grande œuvre. Nina Simone était à l'apogée de sa carrière, en pleine possession de ses moyens. D'autres grands disques nous attendaient. L'aventure discographique avec Philips se termine en 1967. Nina signe maintenant avec RCA Victor. Son premier album, Nina Simone Sings the Blues, est une jolie réussite. L'année 1967 verra l'apparition d'un autre album, Silk and Soul, qui lui permet d'obtenir une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale féminine pour la chanson Go to Hell. Elle s'avoua vaincue devant la non moins grande Aretha Franklin. L'album en public Nuff Said est enregistré au Westbury Music Fair à New York, 3 jours après l'assassinat de Martin Luther King. Elle lui dédie évidemment ce spectacle. La décennie des années 60 est très forte pour Nina Simone. Elle a produit une multitude de disques de haut niveau. Elle remplit ses salles. Mais sa rage ne fait que grandir. Elle se radicalise en 1969 au Harlem Cultural Festival le 17 août. Elle dira « Vous êtes prêts à démolir le monde blanc, à incendier les bâtiments? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à construire un monde noir? » Dans l'une de ses citations les plus célèbres, elle dira un jour « L'esclavage n'a jamais été aboli dans la façon de penser de l'Amérique. » Dans les années 70, Nina Simone a maintenant une lourde réputation. Des discours parfois violents où elle affirme que les Noirs devraient posséder leur propre pays vont faire en sorte que les autorités vont la surveiller de très près. Nina est capricieuse et se comporte souvent comme une diva. Elle est souvent en dispute avec ses proches. Elle est diagnostiquée à cette époque bipolaire et maniaco-dépressive. Le fisc américain est à ses trousses. Elle choisit en 1970 de s'en aller aux Barbades. Son mari, Andrew Stroud, doit prendre ses finances et sa carrière en main. Sa carrière subira un tort énorme. Elle vit en recluse. Elle est en colère, ayant le sentiment d'avoir raté sa carrière. Elle revient au pays 2 ans plus tard, mais à sa grande surprise, son mari, Andrew Stroud, avait honteusement géré son argent. Nina ne s'était jamais souciée de toute sa vie de l'argent, et elle va le payer chèrement. Elle n'avait aucune idée de la façon dont son mari avait géré son argent. Nina n'avait aucun revenu de ses premiers enregistrements, qu'elle avait cédés pour presque rien à l'époque. De plus, elle apprend que le fisc américain lui réclame une forte somme. Conclusion, Nina Simone est ruinée. Elle n'a d'autre choix que de repartir pour la Barbade, pour ensuite séjourner durant 2 ans au Libéria avec sa fille de 12 ans, Lisa. La grande Nina Simone, 41 ans, a peu de moyens. Elle est inactive avec une carrière complètement à l'arrêt. L'avenir de Nina Simone dans le monde musical est très incertain. Elle avouera qu'à cette époque, qu'elle était véritablement paumée. Nina reprendra le collier en 1974, alors qu'elle enregistre un dernier album pour RCA Victor, It Is Finish, qui va marquer la fin d'une époque pour la chanteuse. Ce disque, qui regroupe diverses prestations sur scène, nous démontre que Simone n'a rien perdu de ses capacités vocales. Ce disque sera celui qui marquera une pause durable dans la carrière discographique de Nina,
qui sera plus de 4 ans sans enregistrer. Elle continue à se produire sur scène. Le fameux festival de jazz de Montreux l'accueille avec bonheur en 1976. Cette prestation sera heureusement immortalisée par les caméras. Elle se permettra même lors de ce concert de s'arrêter en plein milieu d'une chanson pour dire à une spectatrice de s'asseoir et de respecter sa musique. Nina Simone gardait son fort caractère et ne s'en laissait pas imposer. Elle reviendra souvent à ce festival par la suite, en 1981, en 1987 et en 1990. Nina Simone est dorénavant absente des studios. Elle a perdu tout intérêt pour les enregistrements. Il faudra que Creed Taylor de l'étiquette CTI insiste fortement pour qu'elle retourne en studio. L'album Baltimore est enregistré en 1978, un disque qui ne rencontrera guère de succès. On l'arrête brièvement pour ses impôts impayés entre 1970 et 1973. Elle quitte de nouveau les États-Unis pour la Suisse, puis va s'installer définitivement en France. Nina Simone va se produire dans de petites salles à Paris au début des années 80. La mode musicale a bien changé. Le jazz est dans un creux de vague. Le public n'est pas vraiment au rendez-vous lors de ses prestations. Ses spectacles demeurent confidentiels et peu publicisés. Elle a par contre recommencé à faire paraître des albums comme Live at Ronnie Scott's, un concert donné à Londres en 1984. My Baby Just Care for Me, qui est utilisé sur une publicité, la remet sur le devant de la scène, ainsi que la renaissance de la fameuse étiquette Verve. Nina Simone redevient populaire pour un certain temps. Mais Nina Simone est toujours aux prises avec une santé fragile. En 1986, elle est internée alors qu'elle devient incontrôlable. Elle fait des crises psychotiques très violentes. Elle affirme qu'elle aime la violence physique. Tout au long de sa vie, Nina Simone sera tenaillée par des épisodes de bipolarité qui ne lui laisseront guère de répit. En 1992, elle écrit son autobiographie « I Put a Spell on You ». Puis, elle enregistre un ultime album, « A Single Woman ». La voix de Nina Simone est toujours intacte, avec toutes les nuances dont elle était capable. Cet enregistrement nous fait malheureusement prendre conscience de tout le temps perdu lors des 20 dernières années par la chanteuse qui avait tant à nous offrir. Elle vit par la suite à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Dans un autre épisode psychotique, elle incendie sa maison et va même tirer sur un adolescent qui faisait du bruit. Elle écopera d'une peine de 8 mois avec sursis. Elle continue à se produire sur scène, mais de façon irrégulière. Ses derniers spectacles seront à Sao Paulo au mois d'août 2000 et à Sopot en Pologne le 29 juin 2002. Les problèmes personnels et mentaux de Nina Simone étaient bien connus, mais il semble que de sérieux problèmes de santé tenaillaient la chanteuse depuis quelques années. Nina était effectivement aux prises avec un cancer du sein. Elle va succomber à l'âge de 70 ans le 21 avril 2003 à Carry-le-Rouet en France. La grande prêtresse de la soul n'était plus, mais elle laissait un important héritage discographique avec 34 albums originaux, dont plusieurs captations en direct qui demeurent légendaires. Son influence sur bon nombre d'artistes est aujourd'hui reconnue,
Rarement aura-t-on vu une chanteuse de jazz mélangeant tous les styles et ayant une telle dextérité au piano. De son mariage avec Andrew Stroud est née une fille le 12 septembre 1962, Lisa Céleste Stroud. Lisa deviendra à son tour une chanteuse et une actrice. Elle prendra le nom de Lisa Simone pour ses prestations scéniques. Elle raconte sa vie en compagnie de sa célèbre mère, qui n'était pas de tout repos. Même si sa relation avec sa mère a été compliquée, sa mère lui manque toujours depuis qu'elle nous a quittés en 2003. Elle a rejoint l'armée à l'âge de 18 ans, et ce, pendant 8 ans. Elle admet aujourd'hui que c'était beaucoup plus par désespoir que par envie. Malgré tout, ces années ont été salutaires pour elle, lui permettant de découvrir qui elle était en réalité. Sa voix, comme sa mère, était tracée vers la musique. Elle s'inspire de sa mère lorsqu'elle compose sa musique. Elle se sert du même piano que sa mère. Elle la décrit comme un génie bipolaire maniaco-dépressif qui a été abusive avec elle. Elle ne l'excuse pas totalement, mais avec le temps, la compassion a pris le dessus. Un jour, elle a choisi de parler franchement à sa mère lorsque les conflits survenaient. Elle lui avait dit « Parlons plus tard, quand tu te sentiras mieux, car la raison pour laquelle tu te sens mal à l'instant n'a rien à voir avec moi, et je n'ai pas à en subir les conséquences. » À partir de cet instant, la relation mère-fille s'est quelque peu apaisée. Elle affirme aujourd'hui que sa fille est sa meilleure amie. Elle a appris à ne pas reproduire les mêmes erreurs de sa mère envers elle. Elle dira « Ma mère n'était pas ma meilleure amie, donc c'est un gros changement. » Avec sa mère, elle avait l'impression qu'elle avait fait l'erreur de grandir. Au lieu d'être fière de moi, elle semblait me voir comme une concurrente. Malgré toutes les blessures du passé avec sa mère, elle continue à emporter le deuil. La vie a été chaotique en sa compagnie, mais Nina Simone demeurait sa mère qu'elle appelait maman. Une relation difficile, certes, mais une mère qui va toujours lui manquer. En pratiquant le même métier, elle la comprend maintenant quand elle disait qu'elle était parfois épuisée. Nina Simone était sa mère, une mère malade, maniaco-dépressive, mais une mère qu'elle a aimée et qu'elle aimera toujours. Le 21 février 1933, venait au monde Eunice Kathleen Wayman. Elle a été élevée dans une grande pauvreté et dans une religion très stricte. Elle jouait du piano pour les fêtes religieuses dès l'âge de 6 ans. Elle est devenue une pianiste de haut niveau avec une formation classique. Pour notre plus grand bonheur, son grand talent est accompagné d'une grande voix qui en a fait l'une des grandes chanteuses de jazz en compagnie d'Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Sarah Vaughan. Sa formation lui a permis d'être éclectique dans ses choix musicaux, ne se limitant pas qu'au jazz standard. Le folk, le classique et le reggae faisaient partie de son répertoire. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle était une Afro-Américaine qui avait vécu à une époque où la discrimination était à son paroxysme. Durant les années 60, elle était de tous les mouvements contestataires en faveur des droits civiques. Sa radicalité l'a mise sous la loupe des autorités américaines. Elle en paya le prix et dut s'expatrier aux Barbades, puis en France. Nina Simone était aux prises avec une grave maladie. Elle était maniaco-dépressive et bipolaire.
Les conséquences de cette maladie ont été désastreuses pour la suite de sa carrière, qui a connu un ralentissement au cours des années 70. Malgré tout, elle est revenue peu à peu sur la scène et est parvenue à donner de grands concerts, comme ceux de Montreux. Tout au long de sa carrière, sa voix est demeurée intacte. Elle nous laisse un important héritage discographique, témoin d'une grande carrière. Elle va s'éteindre à l'âge de 70 ans en 2003. Elle demeure l'une des artistes les plus influentes de son époque. Elle est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz du 20e siècle. Il n'y a eu qu'une Nina Simone, une artiste qui revendiquait ses droits, une artiste flamboyante, une artiste avec ses excès, mais une artiste entière qui décidait de ses choix musicaux et qui les assumait. Nina Simone, la grande prêtresse du soul.